Aujourd'hui, à Si une autre vie m'était comptée, j'ai le grand plaisir de recevoir M. Alain Williamson, l'éditeur des éditions Le Dauphin Blanc. Bonjour, Alain. Bonjour, Marie-Pierre. Alain, tu portes deux chapeaux, celui d'éditeur et celui d'auteur. On va commencer par celui d'éditeur. D'accord. Ça fait combien de temps que la maison d'édition existe? Ça fait 21 ans. On a fêté notre 20e l'année dernière, donc on est rendu à 21 ans maintenant avec plus de 400 titres publiés. Des livres actifs, il y en a peut-être environ autour de 300, mais on a dépassé le 400e titre publié à la maison. Vous vous basez sur quels critères? Pour choisir des manuscrits? Oui. Bien, en fait, c'est sûr que d'abord, il y a notre créneau. On publie dans 3 créneaux bien distincts, c'est-à-dire croissance personnelle, la santé, et puis ce que j'appelle cheminement intérieur, qui est en fait, qui regroupe la spiritualité dans un sens large, l'ésotérisme au nouvel âge, dépendamment de l'appellation qu'on lui donne. Et donc, à partir de là, les manuscrits, bon, la qualité de l'écriture, c'est sûr, on va tenir compte, le sujet surtout, ce que l'auteur fait aussi, l'activité de l'auteur. Est-ce qu'il est, par exemple, quelqu'un qui m'enverrait un livre sur un manuscrit sur les rêves, et s'il ne donne pas de cours, s'il n'y a pas d'école de rêve ou s'il ne donne pas de conférence, ça peut être plus dur. Donc, on va se servir de ces critères-là pour choisir, mais somme toute, il y a aussi le pif. Okay. Beaucoup l'instinct. L'intuition, oui. Vous recevez combien de manuscrits par année? C'est à peu près. C'est énorme. Le bassin est énorme parce que, d'une part, nous, on édite des auteurs québécois ou français et on édite aussi des traductions. On fait aussi des traductions américaines. Donc, le bassin est très vaste parce qu'au niveau québécois, on reçoit... Actuellement, je reçois entre 2 à 3 manuscrits par jour qui rentrent au bureau. Oui, c'est ça. Et au niveau américain, bien, les éditeurs américains comme Hay House ou des agents littéraires communiquent régulièrement avec nous pour nous envoyer des propositions de manuscrits, soit qui vont sortir, des titres qui vont sortir dans les mois qui suivent ou même dans une année suivante, là, ou qui viennent juste de sortir et connaissent du succès. Donc, on a un bassin très large pour choisir. Ça devient difficile. Évidemment, il y a beaucoup de refus à donner aux gens, donc c'est un peu pénible de ce côté-là, mais... Mais quand même, c'est un privilège quand le manuscrit est retenu parce que, écoute... Bien, pour l'auteur, c'est sûr, c'est un beau cadeau. Je pense que c'est un privilège parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme on dit, là. Donc, c'est sûr que ça peut être un privilège. Mais ce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est qu'il y a une question de timing, hein, une question de momentum là-dedans. Donc, ça se peut que je reçoive un excellent manuscrit sur un sujet, mais je suis peut-être en train d'en faire un semblable déjà signé. Oh, alors, je vais devoir le refuser. Tu sais, il peut y avoir une question de sujets qui tombent en même temps qu'un autre, ou que c'est pas le temps, ou notre catalogue est complet de ce côté-là. Donc, ou un compétiteur a peut-être un titre qui marche très fort, on n'arrivera pas à toucher notre marché. Donc, il ne faut pas se décourager s'il y a un refus. C'est pas nécessairement parce que le manuscrit n'est pas bon, c'est souvent parce que le timing n'est pas bon pour Est-ce que vous le dites à l'auteur à ce moment-là quand vous refusez? Avez-vous le temps avec tout le monde? Non, c'est ça. C'est sûr que les auteurs, c'est un côté un peu décevant parce que les auteurs aimeraient avoir une critique complète de leur manuscrit, mais c'est impossible d'arriver à faire ça. J'aurais même pas le temps de le faire. Si je ne faisais que ça, j'aurais même pas le temps de le faire. Il y en a trop. Donc, on a des lettres qui sont malheureusement un peu plus standards, mais on va dire, bon, ça ne convient pas à notre marché ou ça ne convient pas à notre catalogue, par exemple. Oui, la politique éditoriale. Le luthier, ça, là, on va parler de l'auteur. Oui. Était publié en 69? Non, 69. Quelqu'un m'a dit ça se peut pas. Bien, quelqu'un m'a dit ça, j'ai dit ça se peut pas. J'avais mis un point d'interrogation sur l'autre. J'ai dit quand je vais lui demander. Mais ça marche pas avec l'âge. C'est en 1999. Au moment où j'ai adopté mon premier enfant, parce qu'on a adopté en Colombie. Donc, je l'ai écrit en Colombie. J'avais toute l'histoire, mais quand je suis arrivé en Colombie, on était 1 mois en Colombie. Et en arrivant là, tous les endroits servaient très bien l'histoire. Donc, je l'ai bâti là-bas. Je l'ai écrit là-bas en 1 mois. L'inspiration est arrivée là, sur place? Non, l'inspiration de l'histoire, je l'avais. Ce que je voulais dire, les personnages étaient un peu situés. Mais quand je suis arrivé là-bas, alors c'est là que j'ai situé l'histoire. Dans ce contexte-là, j'avais les senteurs du pays, les couleurs du pays, la saveur du pays. Donc, j'ai bâti l'histoire là. Il a été publié, cependant, plus tard qu'en 99, je pense en 2000 ou 2001. Et depuis ce temps-là, bon, il est épuisé. Il en reste peut-être quelques copies en librairie, il est épuisé. Mais on le refait là, à l'automne. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette année-là et 2012? Est-ce que... Pourquoi je n'ai pas écrit plus? Oui. Bien, je me suis concentré beaucoup sur la maison d'édition. Les éditions ont pris un essor assez considérable durant cette période-là, donc ça m'occupait beaucoup. Je ne me sentais pas prêt à écrire de nouveau. Je laissais ça un peu en sommeil. Mais à un moment donné, avec le temps, il faut dire une chose aussi, c'est qu'à la maison d'édition, je fais aussi beaucoup de traductions. Et j'ai réécrit souvent des textes, des manuscrits qui étaient plus ou moins bien écrits, mais que le sujet est intéressant, on voulait le faire, donc ça avait besoin d'être réécrit.
Donc, Et au souvent, total, tu pendant t'impliques. cette période-là, j'ai dû soit traduire ou réécrire peut-être une dizaine de livres. Donc, OK. j'ai pas chômé au niveau de l'écriture non plus, mais ça portait pas mon nom. Mais là est arrivé le tableau de vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'automne dernier, quelqu'un qui est très près de moi, de ma famille, ma belle-sœur, en fait, qui s'appelle Annie. C'est pour ça que je le dédie à Oui. Annie et à toutes les Annies de ce monde. Annie vivait un drame que moi, je rencontre très, très, très souvent, c'est-à-dire que les gens ne font pas ce qu'ils aiment. Les gens ne sont pas heureux dans ce qu'ils font parce qu'ils ne suivent pas leur passion, ils ne suivent pas leur cœur. Et donc, Annie m'a téléphoné à la maison pour me dire, pas juste à moi, mais à ma femme, pour dire à quel point elle était malheureuse, à quel point sa vie était complètement chamboulée parce qu'elle vivait le drame. Et puis, je lui ai dit, écoute, je vais écrire un livre là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ce drame-là, puis je vais te le dédier. Alors, 2-3 mois plus tard, le tableau de vie est paru. 2-3 mois plus tard? Oui. Donc, ça a travaillé beaucoup. L'intuition était très grande. Oui. Il faut dire une chose, c'est que je n'écris pas 40 heures semaine parce que j'ai le travail d'édition qui me prend beaucoup de temps. Il y a une famille aussi, donc je dois m'en occuper aussi. Donc, j'écris souvent le samedi, c'est ma journée de prédilection pour écrire, un peu le soir à l'occasion. Donc, ça m'aurait pris moins de temps à écrire le tableau de vie si j'avais été à temps plein. Alain, on va prendre une pause. Ensuite, on va entrer directement dans le cadre du tableau de vie. Avec plaisir. Venez encourager un jeune homme de la région dans sa passion pour le snowboard cross en participant au souper bénéfice Elliott Grondin. L'événement a lieu le samedi 23 novembre à 18h au Mont-Orignal de la Quai-de-Chemin. Procurez-vous vos billets dans les points de vente suivants: Profil Action Santé à Sainte-Marie, chez Atlantis à Saint-Joseph ou directement au Mont-Orignal. Pour plus d'informations, communiquez avec Mélanie Turcotte au 88 387 46 50 ou par courriel à manico@action.ca. Alors, le tableau de vie, c'était pour aider quelqu'un de votre connaissance, Ouais. quelqu'un de D'abord votre et avant famille. tout, c'était pour une personne pour aider. particulière, ouais. Et puis, tout à coup, ça s'est enclenché. Vous avez décidé de faire autre chose. Bien, la maison d'édition a décidé ou... En fait, ce qui est arrivé avec le tableau de vie, c'est que je me suis aperçu que ça rejoignait énormément de personnes. J'ai reçu quantité de témoignages par écrit ou dans les salons, quand je vais dans les salons avec les gens, là. Mais les gens me disaient à quel point ça les avait touchés, à quel point leur vie était chamboulée par l'histoire, à quel point je décrivais leur vie. Puis les gens me disaient, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas si même j'ai une passion. Alors j'ai décidé, je trouvais que je les avais assez chamboulés comme ça, j'ai décidé d'écrire le manuel pratique pour un peu donner une méthode. Là, c'était une méthode. C'est ça, pour aider les gens à trouver un peu une façon pour... à trouver leur passion d'abord, puis après ça, essayer de la vivre, la passion. Donc, c'est une méthode assez simple qu'on peut suivre pour s'aider, dans le fond, à vivre la vie de nos rêves. Quand tu as travaillé sur ce manuel-là, selon toi, quelle est la plus grande peur qui retient les gens? Je pense que c'est la peur de manquer d'argent. Ça, c'est... En fait, il y a 3 peurs, selon moi, qui sont très présentes. Là. Peur de manquer d'argent, peur de ne pas réussir, peur de manquer son coup, dans le fond, et peur de perdre les gens qu'on aime. Oui. Parce que si on fait beaucoup de changements, si on change notre vie, on change notre orientation professionnelle pour faire ce qu'on aime, les gens ont peur que le conjoint ou les enfants ou les amis ne suivent pas le même changement. Donc, ils ont peur de perdre les gens qu'on aime. C'est ces 3 peurs-là. Et dans le fond, la peur, c'est toujours quelque chose d'assez illusoire parce qu'il y a des gens qui ont peur des petites araignées. On voit bien que c'est illogique. Mais la peur étant ce qu'elle est, les gens le vivent à l'intérieur d'eux-mêmes très fort. Et ça retient beaucoup de gens. Tu sais, quand tu as un fonds de pension de 75... je ne suis pas rendu à combien, mais tu as 75 000 par année, tu as un fonds de pension accumulé. C'est pas nécessairement facile de bouger, ça, je le comprends très bien. Mais ce que je dis aux gens, c'est qu'il ne faut pas que tu changes tout d'un coup. Il faut que tu te fasses un plan, il faut que tu planifies ça. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais si tu sais que tu t'en vas vers ça, et si graduellement tu commences à vivre de ta passion, même si tu as encore ton autre emploi, au moins, tu es nourri, il y a quelque chose, tu as un but, tu vas vers quelque chose. Donc, il s'agit de se faire un plan, jamais changer du... Mais tu sais qu'il y en a des personnes qui vont dire, OK, là, je prends ça, je suis ça à l'alerte et je change. Mais 2 ans, 3 ans, en cours de route, tu peux changer d'idée. Il y a des gens qui vont dire, moi, j'aime mieux être drastique, mais d'un autre côté, c'est pas...
Bien, drastique, ça peut être le danger. C'est parce que ce que je dis, moi, c'est qu'il vaut mieux avoir un plan qui nous pousse à l'action, qui nous motive suffisamment pour bouger, mais qui en même temps ne nous rend pas trop inconfortables. Parce que si on est trop inconfortable, on va lâcher, on va arrêter. D'où l'idée de commencer tranquillement à vivre de sa passion. Exact. Mais tu sais, là, on rejoint le tableau de vie en même Oui. temps. Ce que j'explique aussi dans le tableau de vie, dans l'histoire, à un moment donné, c'est que le personnage du peintre dit, écoute, j'ai commencé tranquillement à faire quelques expositions, mais là, des portes se sont ouvertes, un contact, Oui. à une autre porte. Ce contact-là t'amène à quelque chose d'autre. Moi, je suis très partisan de l'idée que la vie nous supporte quand on décide de vivre notre rêve de foncer, parce qu'on se retrouve vraiment dans notre mission de vie. La passion, c'est la mission de vie, à quelque part. Donc, on se retrouve vraiment sur notre chemin, et là, la vie, forcément, se met en place graduellement. Elle t'ouvre des portes. Oui, il faut donner le temps. C'est pour ça que moi, je conseille d'y aller sur une longue étape. Mais les portes vont s'ouvrir. Donc, oui, on se fait un plan au départ, et je le dis dans le livre, on se fait un plan au départ, mais je suis convaincu que le plan va changer, va même aller plus vite, généralement, que ce qu'on pensait. Dans le tableau de vie, dans le roman, le conjoint du personnage principal, lui, il n'est pas tellement pour ça. C'est lui qui la retient, hein, au départ, tout ça. Ouais. Mais tu sais que dans la vie de tous les jours, ça serait la même chose aussi. Ouais. Si je dis, écoute, moi, j'ai envie d'écrire, je vais me mettre à écrire, mais là, tranquillement, là, mon salaire va diminuer parce que je vais faire moins d'heures à la banque, parce que je vais travailler que 3 jours par semaine. Lui, il va peut-être, ou elle, hein, on ne sait pas lequel des deux, là, mais ça tire par l'arrière, ça, c'est difficile, ça. C'est sûr que ça apporte des changements. Il vaut peut-être mieux le voir d'une autre façon, c'est-à-dire, oui, l'argent va peut-être être un peu plus rare, il faut peut-être faire des sacrifices, il faut peut-être couper certaines dépenses, il faut être d'accord peut-être pour, pendant un certain temps, éviter des longs voyages, ou je ne sais pas, ou diminuer les restos. Mais il vaut mieux ça, je pense, que d'avoir un conjoint qui, non seulement est malheureux, mais qui va tomber en dépression éventuellement. Donc, il y a un choix qui se fait là. Mais il y a aussi, comme dans le plan que je propose toujours, c'est de dire, avant d'arrêter l'emploi, si on sécurise ce côté-là, si on se dit, bon, je peux économiser, pendant 1 an ou 2, j'économise suffisamment avec quelques rires que je peux sortir, ou peu importe là, comment les gens, leurs finances vont, et si on peut garantir pendant 1 an ou 2 un salaire, que le truc marche ou non, ce qu'on veut faire, mais si au moins pendant 1 an ou 2, on a un salaire, donc on sécurise tout le monde. Et lorsqu'on est sécurisé, lorsque la peur de manquer d'argent n'est plus là, on peut passer à la création, on a l'esprit plus clair pour réfléchir puis vraiment aligner notre direction avec nos rêves. Est-ce qu'on peut faire ça si on a des enfants qui sont... Les jeunes enfants, il me semble que ça doit être assez facile parce qu'ils suivent les parents. Mais quand tu arrives avec les jeunes à l'adolescence, où ils sont habitués à un style de vie, hein? On sait que les ados ont un style de vie, ils ont tous les trucs électroniques et ça va bien. Tu te dis, ben, écoute, là, on va quand même faire quelques petits changements, moins de ci, moins de ça. Là, ça peut être ambigu. Peut-être. Il faut convaincre les enfants aussi. Oui, c'est sûr que les enfants font partie de la famille. Donc, je disais tantôt, on a peur de perdre les gens qu'on aime, donc c'est sûr. Mais je peux donner mon exemple. Moi, je l'ai fait. Le dauphin blanc, je n'ai pas vécu avec le dauphin blanc du jour au lendemain. J'ai travaillé libraire, j'ai travaillé représentant dans le monde du livre. Donc, oui, j'ai fait certains sacrifices. Ma conjointe en a fait. Les enfants aussi, à quelque part, ne m'ont pas vu. Pendant quelques années, ils m'ont moins vu des fois parce que j'avais à travailler sur 2 emplois. Mais on le récupère rapidement. Aujourd'hui, le temps que j'ai, il n'y a personne qui va me dire quoi faire dans mon temps. Je prends le temps que je veux, je vais où je veux. Et les enfants suivent dans les salons enfants suivent, c'est ça, de plus en plus. Puis j'en reviens à la même chose que le conjoint tout à l'heure. Les enfants, à un moment donné, vont comprendre que si un parent fait ce qu'il aime et qui est plus épanoui, qui se sent mieux dans sa peau, bien, il va être plus de bonne humeur à la maison, il va avoir plus de communication, il va être enclin à peut-être à s'amuser plus avec le jeune, à s'occuper plus, à s'intéresser à plus de choses parce qu'il va être nourri. Est-ce qu'on peut enseigner ça à nos enfants? Tu sais, là, quand tu arrives à l'adolescence, tu dois faire le choix d'un métier. Souvent, ils vont dire « Ah, ça, c'est payant, je vais aller faire ça, puis là, je vais faire du cash. » Tu sais, il y a cet aspect-là. Comment on peut guider un enfant vers ce qu'il aime, vers sa passion versus ce qui serait rationnel? Bien, le premier, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est par l'exemple. Hein. Si on est malheureux comme tout à notre emploi, puis qu'on n'a jamais rien changé, on a abandonné un rêve, on a abandonné une passion, c'est difficile de dire à l'enfant « va vers ton rêve », parce que, ou à moins qu'on serve d'exemple en disant « regarde à quel point c'est difficile, maintenant il est trop tard », mais à mon avis, il n'est jamais trop tard. Mais je pense que ça commence jeune. Hein, et c'est sûr que c'est plus difficile à changer. Plus on est vieux, plus c'est difficile, mais ça commence jeune. Si on apprend aux jeunes
Puis l'école devrait participer à ça. On ne le fait pas, malheureusement, mais au lieu d'essayer de trouver un emploi qui est payant ou qui n'est pas contingenté, ou, oui. il faudrait trouver le moyen d'amener les jeunes à découvrir qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leur passion. Parce que souvent, la passion est présente jeune. Hein? Ça, je l'explique dans un livre. Souvent, la passion est très, très présente jeune ou adolescent. On sent, on a un rêve, on a quelque chose qui nous interpelle, qui nous passionne, qui nous enthousiasme. Alors, c'est ça qu'il faut travailler. Puis, comme parent, il faut être assez éveillé pour essayer de voir c'est quoi l'enfant qui l'intéresse, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment, qu'est-ce qui l'enthousiasme, qu'est-ce qu'il peut passer des heures à faire puis que ça l'emballe. Tu sais. Et c'est facile à voir quand on est à l'écoute. Donc, ça commence jeune, à mon avis, mais il n'est jamais trop tard non plus. Et même si on a 60, 65 ans, 70 ans, moi, je dis toujours toujours, ben oui. Ben oui. Il vaut mieux vivre 10 ans de sa passion à la fin de sa vie que pas du tout. Ça, je suis absolument d'accord. Alors, on poursuit après la pause. Merci. Venez encourager un jeune homme de la région dans sa passion pour le snowboard cross en participant au souper bénéfice Elliott Grondin. L'événement a lieu le samedi 23 novembre à 18h au Mont-Orignal de la Quai-de-Chemin. Procurez-vous vos billets dans les points de vente suivants: Profil Action Santé à Sainte-Marie, chez Atlantis à Saint-Joseph ou directement au Mont-Orignal. Pour plus d'informations, communiquez avec Mélanie Turcotte au 88 387 46 50 ou par courriel à manico@action.ca. Alain, comment on fait pour faire la différence entre notre passion, nos passions et nos intérêts? Oui, ça c'est une bonne question, mais nos intérêts sont jamais loin de notre passion. Hein. Très souvent, là, comme par exemple ma passion du livre, oui. Bon, j'ai la passion de l'édition, de l'écriture, mais je suis passionné, l'imprimerie m'intéresse, c'est tout ce qui tourne autour, j'ai un intérêt pour tout ça. Donc, les intérêts sont souvent pas trop loin de notre passion, c'est souvent jumelé avec. La beauté du livre aussi, hein? La beauté du livre. L'esthétique, c'est vraiment fabuleux. Ouais, on essaie de porter un soin particulier pour le cahier, on a vraiment l'impression de regarder un cahier dans le manuel pratique. C'est vraiment un cahier où on fait des exercices. C'est ce qu'on a fait avec le calepin de David Martins aussi. On va terminer avec celui-là, mais je voudrais que tu nous parles du carnet. Mm-hmm. Le carnet de vie, en fait, bon, une fois que le tableau de vie a été publié, puis le manuel, quelqu'un m'a dit, oui, c'est bien beau, tu as raison, c'est formidable de ce que tu as écrit, mais le succès, il y a aussi un piège au succès. Il y a aussi un piège de tomber dans une spirale si on ne fait pas attention, peu importe notre passion. Et ça m'a inspiré une autre histoire, une suite, dans le fond. Et dans ça, on traite de deux choses. D'abord, oui, le danger d'être aspiré dans une spirale et de s'éloigner de sa passion. On a l'impression qu'on y est, mais on est éloigné parce qu'on se laisse prendre dans toutes sortes de choses. Donc, c'est ce que le personnage de Fanny vit. Effectivement. Mais le deuxième point aussi que je voulais traiter, c'est d'essayer de donner l'espoir aux gens, de dire la vie donne toujours une deuxième chance. Peu importe ce qu'on vit, il y a des épreuves difficiles, il y a des épreuves épouvantables, il y a des choses moins pénibles, mais il faut garder l'espoir qu'une deuxième chance peut nous être donnée tout le temps. Et moi, j'y crois même une deuxième, une troisième, une quatrième. Je pense que la vie va toujours essayer de nous donner... dans le livre, je donne l'exemple d'une partie de quilles. Tu sais, nos quilles peuvent tomber. Il y a un râteau qui passe, qui ramasse ça, un râteau mécanique qui passe, ramasse ça, il place des nouvelles quilles. Puis la vie nous invite à nous élancer de nouveau. On nous met une boule dans les mains, puis il joue encore. Tu sais. Mais l'image est belle parce que quand il l'invite à aller jouer au quilles, elle est très surprise. Et nous-mêmes, hein, le lecteur, mais OK. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Ils sont dans un manoir fabuleux où il y a des belles peintures. Quel message? Mais le fils, il l'amène, il a la même philosophie, mais il lui montre la vie différemment. Ouais. Parce qu'elle, elle ne veut plus vivre là, suite à tout ça. Là. Elle était heureuse, mais finalement, ça a dépassé. Elle a perdu le contrôle. Elle a perdu le contrôle de sa vie, elle a perdu le contrôle même de sa passion, parce qu'elle peint presque plus. Donc, lui, il amène une autre façon. Tu vois, les analogies, parce que l'histoire de la boule de quilles puis des quilles qui tombent, c'est une analogie avec la vie. Quand on est éveillé le moindrement, des analogies, il y en a partout. Hein? Tout se tient, tout est un miroir de ce qu'on vit. Donc, des analogies, il y en a partout et c'est assez facile de s'arrêter puis d'en trouver pour tous les besoins qu'on a. Donc, moi, j'adore ça, c'est assez facile à trouver. Avant d'arriver au calepin, simplement, je t'en ai parlé au Salon du Livre, il y a une personne de mon entourage qui a lu les deux premiers, le manuel et le tableau de vie. Et elle a ramené ça à sa vie personnelle parce qu'elle vivait une difficulté en cause d'une maladie, tout ça. Et
elle a fait les exercices et finalement, ça lui a donné la force de passer à travers une épreuve qu'elle devait vivre. Et bon, il s'est passé et tout va très bien. Mais ça l'a amené, ce cheminement-là personnel. Et ça, j'ai été un peu intriguée. Ouais, ça allait au-delà du travail. Oui, moi aussi, quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça très, très intéressant que quelqu'un puisse se servir de ce modèle-là et le transposer dans sa vie pour dépasser une épreuve ou vivre une période de difficulté. Alors, je trouve ça formidable. Puis, à quelque part, tu sais, la mission de vie ou notre rêve, notre passion, c'est parce que c'est dans le cœur que ça se vit. C'est là que ça se passe, c'est là que ça se ressent. Donc, si tu te sers de ça pour passer n'importe quelle épreuve, ben bravo. Hein, Ça revient un peu à ta deuxième chance. Ça revient à la deuxième chance. Parce qu'elle aurait pu mourir, mais elle a choisi là, de faire quelque chose d'autre pour ça. Ah, c'est un très bon exemple. Et là, on va parler de quelque chose de très beau, un très, très beau livre. Je vais le montrer à la caméra. Le calepin de David Martin, qui est le peintre, le personnage principal de ce livre-là, du premier livre. Avec qui je roule depuis un certain temps, beaucoup plus que je pensais. Hein, parce que quand j'ai créé le tableau de vie, je ne pensais pas avoir une suite, une continuité de tout ça. Mais dans le carnet de vie, quand j'ai écrit le carnet de vie, je voulais faire revenir le peintre qui était décédé dans le tableau de vie. Là, je brise peut-être le punch pour ceux qui n'ont pas lu les livres, mais j'ai essayé de trouver une façon de faire revenir le peintre parce que c'est un personnage, c'est le sage de l'histoire, important. Et j'ai pensé à un carnet qu'il aurait écrit tout au long de ses dernières années de vie, des observations sur la vie, un peu de sagesse, de réflexion. Et j'en avais mis juste quelques passages dans le livre, le carnet de vie. Et là, les gens commençaient à m'écrire pour dire, bon, j'aimerais ça, on aimerait ça pouvoir lire au complet, est-ce qu'il existe le calepin, est-ce que vous l'avez écrit? Donc, je me suis dit, bon, OK, on va le faire, on va écrire le calepin de David Martins, puis on va le proposer au public avec des illustrations. Je voulais ça comme un cahier, comme un bloc-notes, vraiment, puisque c'est un artiste, donc il pouvait prendre des sketchs, faire des sketchs, des dessins de la nature, des animaux. Et c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ça a souvent rapport, exactement, ça a souvent rapport au texte. La plupart du temps, c'est en relation avec les textes. Et je me suis un peu amusé parce que, tu vois, j'ai écrit, Alain Williamson présente le calepin de David Martins. Je l'ai essayé de le faire comme si ce n'était pas moi qui l'avais écrit, vraiment David Martins. Et à l'intérieur, les gens vont voir publié avec l'aimable autorisation de Daniel Martins, qui est le fils dans l'histoire. Qui est le fils dans l'histoire. Alors, les gens vont peut-être chercher, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent, qui me demandent où est-ce qu'on peut trouver la biographie de David Martins, où est-ce qu'on peut voir ses toiles, est-ce qu'il est exposé quelque part dans des galeries. Les gens ont vraiment cru que c'était un vrai personnage. Ils croient vraiment au personnage. Oui, oui. Mais quelque part, je ne sais pas si tu fais de la peinture, mais je sais que ta conjointe en fait. David Martin, c'est toi, cette sagesse-là. Écoute, quand on écrit des livres comme ça, il y a de nous dans tous les personnages. Mes écrits, là, je pourrais décortiquer au complet, tous mes personnages existent vraiment, mais des fois, ils sont mélangés. David Martins, oui, il y a de moi, c'est sûr, là, surtout dans le calepin de David Martins, c'est encore plus flagrant, là. Mais il y a aussi d'autres personnes que je connais autour. Même dans Fanny, il y a un peu de moi, parce que là, je vis de ma passion, mais ça n'a pas toujours été le cas. Puis donc, il y a de moi aussi dans ça. Donc, je me retrouve à quelque part partout dans ces personnages-là, à différents niveaux. Mais d'autres personnes aussi viennent s'imbriquer pour faire un mélange. Pour avoir lu Le Luthier, en lisant, je trouvais qu'il y avait quelque chose de David Martin avec ça, parce que je l'avais en tête, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a marqué. Et je lisais ça, je me disais, ah, tiens donc, il y a une espèce de réflexion, il y a une façon de voir ou de penser qui revient. Donc, c'est vraiment toi, ta façon de voir la vie. Oui, et puis les prochains aussi, parce que j'ai d'autres projets d'écriture, d'autres titres qui s'en viennent pour 2014. Et je vais pousser encore plus loin, mais c'est sûr que le cœur de ça, c'est toujours vie. Le cœur, dans le fond, c'est toujours de dire on est venu ici pour quelque chose. On n'est pas là pour juste passer la vie, puis ça finit. Il y a une date de début, il va y avoir une date d'expiration aussi. Oui, entre les deux, c'est un temps qui nous est donné, c'est à nous ce temps-là, c'est précieux, on peut l'utiliser comme on veut. Alors, on peut suivre notre passion et faire de notre vie. Moi, je ne voudrais jamais arriver sur mon lit de mort et puis me dire j'aurais donc dû faire ça, j'aurais donc dû suivre ma passion. Et c'est un des plus grands regrets, d'ailleurs, des gens au moment de la mort. Donc, cette philosophie-là m'a toujours nourri et elle habite mes écrits, ça, c'est sûr. Puis tu as raison, dans Le Luthier, il y a un peu de David Martins dans Le Luthier, effectivement. Puis dans le prochain personnage d'une autre histoire qui va être différente, on va retrouver aussi cette philosophie-là qui continue, qui va plus loin, qu'on pousse plus loin. Ça veut dire que l'auteur commence à reprendre le dessus? Ou en tout cas, moitié-moitié que l'éditeur? Au niveau de l'éditeur, bien écoute, la passion de l'écriture, je l'ai toujours eue et elle est très forte de plus en plus. Puis là, c'est comme si les valves se sont beaucoup ouvertes. Et puis le temps, comme je disais, le temps passe vite. Je voulais toujours écrire. Là, je me suis aperçu à un moment donné que j'étais rendu dans la cinquantaine. Donc, si je veux faire ce que je veux faire, c'est le temps, c'est en plein dans le moment. Je me sens assez solide dans mon vécu, dans ce que j'ai à dire.
j'assume ce que j'ai à dire beaucoup plus aussi. Avec le temps, on est plus solide, nos convictions sont plus fortes. Ça prend de l'espace. Tu as quand même une belle équipe aussi au sein. Et ça, exactement, ça m'aide beaucoup. Blanc. J'ai une bonne équipe au Dauphin Blanc. De plus en plus, là, les gens en place sont ça te libère un peu. Ça me libère un peu. C'est une équipe formidable et puis ça me permet d'avoir un peu plus de temps pour réfléchir à l'écriture. Mais ça se fait généralement en dehors du bureau quand même. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Alain. Bien, merci à toi. Venez encourager un jeune homme de la région dans sa passion pour le snowboard cross en participant au souper bénéfice Elliott Grondin. L'événement a lieu le samedi 23 novembre à 18h au Mont-Orignal de la Quai-de-Chemin. Procurez-vous vos billets dans les points de vente suivants: Profil Action Santé à Sainte-Marie, chez Atlantis à Saint-Joseph ou directement au Mont-Orignal. Pour plus d'informations, communiquez avec Mélanie Turcotte au 88 387 46 50 ou par courriel à manico@action.ca. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. Hey, j'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. J'en veux plus. J'arrive tout de suite! Ça va être de pied. Oh, ça a l'air super marrant! Je veux un câlin! Abonnez-vous à partir de seulement 11,99 $ par mois en composant le 187 Super Écran ou en visitant le superécran.com. Ici Sandy Patterson. Il semblerait que quelqu'un ait tenté d'usurper votre identité. Sandy Patterson. Carte refusée. Je vais vous demander de confirmer certains renseignements vous concernant. Oui, bien entendu. Je vous donne ça tout de suite. C'est elle qui aurait usurpé votre identité. Il faudrait qu'on l'ait devant nous pour pouvoir vous sortir de là. Si je la persuadais de venir te faire des aveux à toi parce qu'elle m'a fait perdre mon emploi, il faut qu'on discute tous les deux. Mais en fait, vous êtes là et vous entendez tout ce qu'elle dit. Ce genre de tactique donne de bons résultats. Ah ouais? Tu te fous des règles. Un sociopathe, tu sais ce que c'est? Parce que ça mange des côtes de porc. Ouais, d'accord. La voiture n'a rien. Oh non, mes lunettes étaient encore à l'intérieur. Vol d'identité version française de Identity Thief à Super Écran. Je suis vraiment désolé, Monsieur Cohen. Ça arrivera plus jamais. Je le jure devant Dieu. T'es en train de parler à Dieu. Alors tu peux aussi bien jurer devant moi. C'est la ville de Mickey Cohen. Vous changerez absolument rien ici, sergent. On est en train de perdre Los Angeles au profit d'un escroc de l'Est. Je suis l'avenir. Ça n'est pas une vague de crime. C'est une occupation de l'ennemi. Je veux que vous fassiez la guerre à Mickey Cohen. Je voudrais former une escouade. Je vous écoute. Une petite escouade de 5, peut-être 6. Se battre contre 40? Faut bien mourir de quelque chose. Vous laissez ça chez vous.